Donc moi, je suis Brahim, président de Schema Conseil. Le Schema Conseil, c'est donc la junior entreprise de Schema Business School. Nous sommes un cabinet de conseil étudiant, en fait, qui réalisons des missions pour les entreprises, entrepreneurs et grands groupes, que ce soit des études de marché, des études de communication, en France, à Lille, Paris et les Sophia Antipolis, mais également à l'étranger international, où on est implanté au Brésil, aux États-Unis et en Chine. Voilà pour la rapide présentation du groupe Schema Conseil. Ce soir, je suis accompagné de Margot, je le disais, qui va se présenter tout de suite et qui, en fait, est vice-présidente de l'association Yes. Donc, si tu veux te présenter, Margot. Merci. Du coup, bonsoir à tous. Encore un grand merci, Marco, d'être là ce soir. Donc, pour une petite présentation de l'AIS, donc nous, on est la fédération nationale qui rassemble toutes les associations entrepreneuriales étudiantes donc en France. On rassemble une cinquantaine d'associations qui sont présentes dans à peu près 70 écoles. Et donc, pour vous la faire court, on a été créé en 2018, donc il y a maintenant 3 ans, avec 3 objectifs principaux. Donc, la promotion de l'entrepreneuriat étudiant, la communication et le partage des bonnes pratiques entre les associations et évidemment la représentation des associations étudiantes entrepreneuriales au niveau national. On a un événement phare qui a lieu une fois par an, donc le Student Innovation Day, qui met en valeur l'entrepreneuriat étudiant chaque année. Donc voilà pour la Yes, et on est ravis de commencer un partenariat avec Schema Conseil. C'est tout récent, mais voilà, c'est une junior entreprise qui a une branche innovante et entrepreneuriale, et c'est donc pour ça que Schema Conseil a rejoint la Yes il y a maintenant quelques semaines. Tout à fait. Et merci, Margot, encore une fois, de présenter ce soir avec moi. Marco, quelques mots pour vous présenter rapidement à tous nos spectateurs? Oui, très volontiers. Avant tout, un grand merci de votre invitation. Il m'a fait plaisir parce que toutes les fois que je peux être avec les jeunes, je me sens moi-même plus jeune et je me trouve là dans une ambiance où je sens qu'il y a de la vitalité. Mais il faut les aider. Et moi, je suis là pour voir de quelle façon on peut aider les jeunes. On est là parce que j'ai rencontré il y a quelques mois à la maison de l'intelligence artificielle qu'on a créée à Sophia Antipolis, cet centre magnifique qui est dédié aux jeunes parce qu'ils s'occupent de plus en plus, ils s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle. J'ai rencontré Brahim Belazri Noguera. Et comme j'ai fondé une association qui s'appelle Europia, Europe, IA, intelligence artificielle, qui a 3 objectifs. Le premier, sensibiliser les grands publics aux enjeux de l'intelligence artificielle. Deuxième, communiquer aux jeunes l'importance pour leur futur de l'intelligence artificielle et les commencer à initier à l'intelligence artificielle. Et troisième, aider les startups pour faire de façon qu'il y a de plus en plus de talents qui restent dans notre territoire, qui sont créés ici, développés ici et qui ont la possibilité de créer leurs startups ici dans les Alpes-Maritimes. Ces Alpes-Maritimes que vous pouvez comprendre maintenant, on a la 3IA. Il faudrait en parler de ça parce qu'on a gagné avec l'Université de la Côte d'Azur les grands appels à projets du président Macron. J'aurai la possibilité bientôt de faire une interview au président de la 3IA et sera mis sur les réseaux sociaux. On a Sophia Summit, on a la maison de l'intelligence artificielle, on a Otesia, on a Europia. On commence vraiment à pouvoir dire Alpes-Maritimes, terre d'IA, terre d'intelligence artificielle. Merci, Marco. C'est déjà très inspirant et je peux vous le dire parce que je l'ai rencontré. Marco, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique. C'est quelqu'un qui est profondément humain et qui a beaucoup de choses à partager. Ce soir, il le montre encore pour sa disponibilité. Et je suis sûr que tous ceux qui seront là ce soir, jeunes, moins jeunes, partenaires de notre écosystème, seront, j'espère, inspirés
par sa vision sur l'intelligence artificielle et par cette envie qu'il a de nous transmettre aussi à nous, nouvelles générations, ces enjeux-là. Pour démarrer, parce qu'il va bien falloir qu'on démarre cet échange, je vais ouvrir un petit peu le sujet parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, on a vraiment voulu, nous, Schema Conseil et IS, l'évoquer avec Europia. Pourquoi? Parce qu'on est convaincus, en étant 2 associations étudiantes qui sommes spécialisées en entrepreneuriat, nous réalisons des prestations et du côté de l'AIS, il y a tout un réseau aussi de formation et d'accompagnement qui se met en place. On est convaincus que l'intelligence artificielle fait partie de notre avenir. Mais alors, quel va être l'avenir de l'intelligence artificielle? C'est la question qu'on pose ce soir, entre questions autour du transhumanisme, des craintes qui peuvent aussi émaner de certaines sphères légitimes, hein, d'ailleurs, hein, par rapport à des craintes concernant le dépassement de certaines capacités humaines. Tout un sujet, tout un vaste, une vaste problématique se constitue autour de cette question-là. Et il nous a semblé intéressant de faire intervenir Marco Landi, de par son expérience, on peut dire, heu, extraordinaire ou en tout cas très riche selon les points de vue, Voilà. qui l'a amené donc évidemment, à plusieurs postes à responsabilité, depuis sa Toscane natale jusqu'à, entre autres, Texas Instruments, Apple, qu'on connaît bien en tant qu'ancien président monde, plus spécifiquement CEO, Chief Operating Officer, COO. COO, exactement. Et donc, c'est vrai que c'est un expert qui va pouvoir nous donner un petit peu sa vision sur cette thématique-là. Quelques informations avant de démarrer. On va avoir plusieurs parties avec à chaque fois une session de questions-réponses avec les étudiants. On compte vraiment sur vous pour donner un maximum de questions et de matière à discussion. C'est vraiment l'idée de cette masterclass, de faire quelque chose d'interactif. Et tout de suite, on va démarrer donc avec la première partie, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si Margot, tu veux ajouter un mot avant qu'on démarre éventuellement? Non, tout est clair. On va pouvoir démarrer. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Nous, après chaque partie, on les posera. Donc, il y a 4 différentes parties et on fera bien des temps de questions-réponses pour que vous puissiez avoir toutes vos réponses. Si tout est bon pour toi, Brahim, on va passer à la première partie. Donc, Marco, on aimerait beaucoup savoir votre histoire jusqu'à chez Apple, vos différentes expériences professionnelles, comment vous en êtes arrivé ici. Et voilà, et pour échanger aussi avec les étudiants sur votre histoire, au moins jusqu'à chez Apple, en première partie. Merci, Marco. Bon, écoute, quelquefois, moi aussi, je me demande comment je suis arrivé chez Apple, comment je suis devenu le Chief Operating Officer mondial de Apple. Après, je réfléchis, après, je pense, et j'ai quand même écrit un livre sur mon histoire, L'homme connecté, publié aussi en France, en Angleterre et en Italie. Et vous savez, comme je parle des universitaires, je dois vous dire que la première chose avec laquelle j'ai commencé, qui m'a donné l'élan, c'était l'université. Et vous savez pourquoi? Parce que 1968, vous n'étiez même pas né, moi, j'ai commencé à réfléchir sur ma thèse pour devenir diplômé de l'université de Bologne. Et mon professeur, il me dit, Marco, je voudrais que tu fasses quelque chose de particulier. 1968, tu dois faire une thèse sur le digital. Et moi, je lui dis, professeur, c'est quoi le digital? De quoi on parle? Imaginez-vous qu'à ce moment-là, 1968, le digital, c'était comme quantum computer aujourd'hui. Et je n'exagère pas. Et j'ai fait ma thèse, c'était la première thèse faite en Italie sur le digital. Et comme je l'ai fini, ils m'ont embauché tout de suite dans une grande entreprise italienne qui s'appelait Teletra, qui commençait à faire les premières centrales électroniques digitales, 1970. Formidable. C'était une compagnie à l'avant-garde. Et j'ai commencé à
faire tous mes dessins, la projection. Un jour, il arrive des vendeurs de Texas Instruments qui vendaient les composants sur lesquels j'avais fait ma thèse. Et je les trouve complètement impréparés. Ils ne connaissaient rien. Ils venaient du monde analogue et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Moi, je lui ai posé des questions pour savoir de quoi, qu'est-ce qu'il était les caractéristiques du produit. À un certain moment, un de ces jeunes, il me dit, mais monsieur Landy, vous connaissez si bien les produits, pourquoi vous ne devez pas venir vendre les produits à Texas Instruments? Moi, je lui ai dit, mais écoutez, moi, je suis ingénieur. Moi, je suis en train de créer la première centrale téléphonique digitale. Vous voulez que je vienne à vendre? Et ce jeune homme, il me dit, mais combien vous gagnez? On vous double les salaires. Et en plus, on vous donne une incentive. Et en plus, on vous donne une voiture, des fonctions. Ben, c'était intéressant. J'ai commencé comme petit ingénieur de Texas Instruments. La vente. J'ai fait l'Italie, je suis devenu après président de tout le sud de l'Europe. Après, je suis devenu président de toute l'Europe. Et un jour, il me dit, Marco, le monde va vers la Chine, le monde va vers les faristes. Il faut que tu prennes ta famille et tu vas à Hong Kong. Tu dois devenir président de Texas Instruments à Hong Kong. Alors, imaginez-vous, 1990, je prends ma famille et on s'en va à Hong Kong. Pour l'histoire, quand je dis à mon père, que Dieu le bénisse, papa, il m'envoie à Hong Kong. Et je pensais de lui dire, écoute, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Et lui, il me dit, mais Marco, qu'est-ce que tu as fait de mal? Pourquoi il t'envoie au Japon? Je ne connaissais pas. C'était un monde complètement différent. Il y avait une grande différence entre ce que j'étais en train de faire, ce que lui pouvait comprendre. Je commence mon activité comme président des Texas Instruments Asie. J'avais 17 000 personnes et j'avais 14 personnes qui reportaient à moi, tous des Américains que je pensais qu'il était des retraités, qu'il n'avait plus volonté de travailler. Je les fais partir un par un. En 4 mois, ils sont tous rentrés en Amérique et j'ai mis partout des jeunes locaux, à Taïwan, un jeune de Taïwan, à Singapour, un jeune de Singapour, parce que je voulais des gens dynamiques avec lesquels créer vraiment un changement qui pouvait donner à Texas Instruments un avantage concurrentiel, compétitif vis-à-vis de tous les autres. Je suis resté là 3 ans. Des 300 millions qu'on faisait quand je suis arrivé, dans les 3 ans, je l'ai fait 10 fois plus. On est arrivé à faire 3 milliards de dollars. Exceptionnel. Ils m'ont rappelé en Europe pour continuer comme président Europe. Et un jour, il arrive un coup de fil. J'étais dans mon bureau de Bruxelles, j'étais en train de sortir. Et comme je ne laisse jamais la porte se fermer, quand même si j'aurais pu partir et laisser le téléphone, non, je l'ai pris. Et là a changé ma vie. Parce que c'était un chasseur de tête qui me dit, Monsieur Landy, vous voulez continuer à vendre de silicone ou vous voulez venir changer le monde? Et ces mots-là, changer le monde, j'ai compris de qui il pourrait se passer. Bon, je suis devenu président d'Apple Europe. Ce n'était pas la situation d'aujourd'hui. Steve Jobs, c'était déjà
parce que je suis devenu président de l'Europe 1993. Steve Jobs, il était dehors. Il était viré 1985. Il était déjà 8 ans qu'il n'était plus là. Et tous les CEO qui se sont succédés, c'est un désastre, hein, pire que l'autre. En Europe, on perdait 100 millions de dollars, 1993. Moi, je me suis donné, je partais le lundi, rentrais à la maison le vendredi, et là, j'ai vraiment changé un peu. En 12 mois, j'ai fait 300 millions de profits. On est passé de 100 millions en... Et si vous lisez mon livre, j'ai écrit qu'est-ce que j'ai fait, les détails, pourquoi j'étais capable, trois choses fondamentales. J'avais besoin de mes distributeurs. Il fallait que j'ai mes alliés aux distributeurs. Deuxième chose, j'avais besoin de nouveaux produits, j'ai créé de nouveaux produits. Troisième chose, j'avais besoin de ne pas avoir de warehouse partout en Europe. Il me fallait qu'une warehouse, je l'ai créée à Almelo, en Hollande, et aux Pays-Bas, et de là, on a fait des savings formidables. Ça, c'est vraiment une histoire pour comprendre comment on peut faire la transformation d'une entreprise qui perd de l'argent. Sur ce succès-là, un grand journaliste de Business Week vient me faire une interview et c'est une interview qui est restée vraiment dans l'histoire. Le titre, c'était Marco Landi as the recipe to change Apple. Le conseil d'administration m'appelle et me dit de partir pour aller à Cupertino et devenir le Chief Operating Officer, le président monde d'Apple, le numéro 2 de la compagnie. Et moi, je prends part et j'arrive à Cupertino. Mais attention, il n'y avait pas Steve Jobs. On va faire une pause M'arrêtez là. ici, peut-être. Comme ça, Pardon? je dis, c'est parfait, le timing est parfait. J'allais simplement dire qu'on pouvait faire une pause ici, effectivement. Voilà. Ensuite, on abordera la question de Steve Jobs et de ce que vous avez pu réaliser au sein d'Apple. Peut-être qu'on va passer à une partie de phase de questions-réponses sur cette belle première partie de masterclass. Je vous propose de poser vos questions directement dans le chat et en attendant que vous le fassiez sur cette partie. Moi, il y a quelque chose que j'ai relevé, c'est notamment en 1990, vous disiez « j'ai mis des jeunes à la place des vieux », en fait. C'est ça, je peux le dire comme ça. Marco Landi, c'est quelqu'un qui fait vraiment confiance à la jeunesse, qui estime que c'est vraiment les jeunes qui vont changer les choses. Et il faut faire confiance même à des gens qui sont moins expérimentés, moins avancés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tu sais, mon expérience aussi a été qu'ils ont fait confiance en moi comme jeune. Quand je suis devenu président du sud de l'Europe, j'avais 32 ans. Et le fait qu'ils m'ont fait confiance m'a montré que je pouvais avoir la vision, l'énergie, la capacité vraiment d'arriver à créer des choses différentes. Et j'ai changé quand même la façon de vendre à Texas Instruments. J'ai fait comprendre que l'importance, c'était de vendre pas un produit, mais un système. Et passer de vendre un produit à un système, c'est un changement qui a donné vraiment, qui était un changement de mentalité, mais qui enfin était aussi un apporteur de plus de business, plus de profit et plus de satisfaction du client. Parce qu'avec les systèmes, on allait à satisfaire l'exigence du client. Par rapport à ça, il y a une première question qui remonte. Margot, je ne sais pas si tu veux la poser, elle est dans le chat au niveau de la formule magique Marco Landi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Comme moi ou chez Apple? En général, Marco Landi. C'est plutôt, oui, c'est au passage de Texas Instruments à Apple, il y a eu plein de succès. Qu'est-ce que Oui, c'est votre recette magique? Vous avez vendu une vision supplémentaire. On a bien compris cette idée de profit
et qui a permis de dire, voilà, ça a avancé. J'ai montré comment on pouvait changer et améliorer. Parce que quand tu prends une entreprise qui perd 100 millions et avec toute une série d'activités, en 12 mois, tu la portes à 300 millions de profits, il signifie que pas seulement tu as la vision, mais tu as aussi la force de changer les choses, de réaliser la vision et d'attirer vers toi un groupe de talents, de jeunes talentueux qui sont capables de t'aider parce que tu ne peux pas faire tout seul. Il te fait toujours une équipe et ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Oui. Il y a une autre question. Il y a des questions où on reviendra après dessus parce qu'il y aura sûrement les réponses qui reviendront dans les prochaines parties. Il y a une question de Adrien. Quelle était votre vision sur le monde et la technologie pendant la période entre Hong Kong et les Pays-Bas? Oui, vous savez, c'est un moment que j'ai souffert beaucoup. Parce que quand je suis rentré en Europe, c'était le moment où l'Europe avait vraiment perdu la capacité de comprendre l'électronique. Moi, je me rappelle que quand j'allais à la Commission européenne et je lui faisais voir toutes les entreprises qui partaient de l'Europe vis-à-vis du Far East, Taïwan, Singapour. Et c'était une situation dramatique. Et j'ai montré qu'est-ce qu'il était la problématique de tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Au point que Texas Instruments a dû réduire de 7000 personnes qu'on avait en Europe à 3000. Et les 3000 qui sont restés, c'est parce que moi, je les ai sauvés, parce que j'ai trouvé des investisseurs qui l'ont ou racheté, ou ils ont amené de l'argent, ils ont apporté de l'argent pour augmenter l'activité de production. Mais pour moi, c'était triste parce que je voyais, et c'est un peu ce que je vois aujourd'hui, on en parlera quand on parlera de la situation de l'intelligence artificielle en Europe. Et on avait perdu la compréhension de l'importance de l'électronique. Et toutes les grandes compagnies, toutes les grandes entreprises allaient produire au Far East, avec le mirage de moins de coûts. Mais moins de coûts, c'est vrai. Mais après, un empouvoirment de toute la situation de l'Europe. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. On a des grandes entreprises en Amérique, on a des grandes entreprises dans l'électronique en Chine quand même, mais rien en Europe. Merci beaucoup. Et une dernière question sur cette partie qui rassemble plusieurs questions des participants. Comment êtes-vous passé d'une fonction technique d'ingénieur à une fonction managériale? Ah, ça c'est une bonne question. Bon, j'avais compris que j'avais des secteurs que je ne comprenais pas. Bon, je me suis inscrit à Fontainebleau, à l'école, comment ça s'appelait? C'est une école de 3 mois qui prépare des ingénieurs pour la partie plus des management. C'était une INSEAD, non, Marco? C'est l'INSEAD. INSEAD, c'est ça? INSEAD, bravo, merci. Je me suis fait 3 mois, j'ai commencé à apprendre ce que je ne connaissais pas, les profits. Quand tu es un ingénieur, malheureusement, il ne te parle pas du profit, il ne te parle pas des chiffres d'affaires, il te parle du digital, je l'avais bien appris. Mais toute la partie, je n'étais pas un homme complet, je dois dire. Je n'étais pas encore prêt pour être un manager. J'ai eu le courage de dire, il faut que j'apprenne
toute la partie qui me donne la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il est un PNL, Profit and Loss. Et je me suis fait 3 mois et je dois dire qu'après l'université qui m'a donné cette compréhension profonde du digital, les 3 mois passés à l'INSEAD, ils m'ont formé et c'est de là que je suis parti pour devenir un manager et surtout un leader. Merci beaucoup. On pose peut-être une dernière question, Margot, Oui. et on passe ensuite à la prochaine partie. Une question de Camélia qui vous dit: «Bonsoir, Monsieur Landi, merci pour cette première partie. Serait-il possible de définir en quoi consiste un système et ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée?» Alors, Pour vous. imaginez-vous que vous avez, moi j'étais en Italie, un marché de balance mécanique. Vous vous rappelez, aujourd'hui, vous n'avez pas connu la balance mécanique. Mais dans mon période, on avait en Italie des grands constructeurs de balances mécaniques. Et j'ai eu l'idée de dire, mais pourquoi on ne crée pas un système électronique qui fait de façon qu'on va à substituer complètement la balance mécanique avec la balance électronique. Moins cher, plus fiable, moins cher, moins coûteuse. Et moi, j'ai vendu en remplaçant presque 90%, sinon 100% des balances mécaniques qu'on vendait, qu'on produisait en Italie avec des balances électroniques. Aujourd'hui, vous ne voyez plus des balances mécaniques. Et TI, Texas Instruments, avait tous les composants électroniques pour passer de la simple part du simple composant au système total. Un autre exemple, vous rappelez du téléphone qui avait les routes qu'on devait faire avec les doigts. Bien, moi, j'ai commencé à réfléchir sur ça et on a offert les premiers systèmes électroniques pour pas avoir la partie rotatoire, mais en poussant des boutons. Ça s'était passé d'un simple chip à un système total qui nous a fait gagner beaucoup, beaucoup de millions. Merci, c'est très, très clair et on va passer tout de suite à la prochaine partie. Mais on le dit maintenant, mais il faut avoir l'idée. Bien sûr, bah oui. C'est comme Christophe Colomb qui va découvrir l'Amérique. Il faut avoir des idées et après, il faut savoir les réaliser. Innovateur, explorateur, confiance dans l'avenir, vision, inspiration. On retient beaucoup déjà de cette première partie. Merci beaucoup, Marco. On va tout de suite passer avec Margot à la deuxième partie. Une partie que beaucoup attendent parce qu'on a beaucoup de questions en avance là-dessus. Donc, Margot, je peux te laisser introduire cette partie. Oui, merci Brahim. Du coup, la partie que tout le monde attend impatiemment, c'est votre expérience chez Apple. Comment, enfin, vos ressentis, le contexte avec Steve Jobs, vos différentes réalisations, votre expérience générale chez Apple. On arrive à 1976. La grande Apple, qui n'était pas si grande, il n'est pas capable de développer un nouveau operating system. Vous connaissez bien l'importance d'un operating system. Notre compétiteur plus grand, Microsoft, sortait chaque année avec un nouveau operating system. Et il n'avait qu'un seul microprocesseur dans lequel il pouvait mettre l'operating system. Chez Apple, on était dans une situation terrifiante. Pourquoi? Parce que chaque CEO après Steve Jobs, il avait voulu amener quelque chose de nouveau. John Sculley, il avait amené les Newton, un iPad intellectuel, avec un nouveau operating system différent de Macintosh et un microprocesseur différent. Ils l'ont viré
Il arrive, Michael Spindler. Michael Spindler, et il veut faire voir que lui, il est le meilleur, et il crée Pippin. Vous ne l'avez jamais entendu. Pippin, c'était un ordinateur qui devait être le premier ordinateur qui coûtait moins de 900 dollars, et nouveau operating system, Pippin, nouveau microprocesseur. Alors, imaginez-vous la situation que j'ai trouvée quand je suis devenu Chief Operating Officer à Cupertino. Il y avait 3 différents operating systems, 3 différents microprocesseurs, et notre plus grand compétiteur, Microsoft, avec un et une seule microprocesseur, Intel. Qu'est-ce que vous aurez fait? Moi, je dis toujours que mon petit-fils aurait déjà pris cette décision. C'est ce que je voulais faire. Je me disais, mais oublions les Newton, oublions les Pipi et mettons-nous à faire quelque chose qui revient à ce que Steve Jobs avait commencé avec les Macintosh. Impossible. Avec les CEO que j'avais, Guy Lamilio, le 3e après que Steve Jobs avait quitté, non, on ne peut pas faire ça. Hein. On arrive qu'on n'est pas capable d'avoir un nouveau operating system. Une honte. 2000 développeurs. On est obligé d'aller sur le marché. On est obligé d'aller voir qu'est-ce que les marchés externes à nous ils pouvaient nous offrir, ou pour acheter ou pour licencier. Et on crée un groupe, une troïka, les CEO, les COO, les CTO, et un groupe d'ingénieurs auquel on demande de regarder qu'est-ce qu'il y a disponible sur le marché. Et ils nous donnent une liste de 3. Les premiers, BOS, les deuxièmes, NextOS, et les troisièmes, SunOS. On commence à analyser les premiers. BOS, c'était un operating system fait par un Français, Jean-Louis Gasset, que je connaissais bien, parce qu'il était avant CTO d'Apple. Il avait créé un magnifique operating system. Stable, bien essayé dans tous les ordinateurs qui avaient commencé à produire. Et comme il était très similaire à celui que nous on avait avant, le Macintosh, on lui fait une proposition, 200 millions. Imaginez-vous que la compagnie pouvait valoir 60, 70. Apprenez bien ça. Ne soyez jamais trop gourmand. Quand il est le moment de vendre une chose, acceptez ça. N'imaginez jamais que vous pouvez prendre quelqu'un par la gorge. Mais monsieur Jean-Louis Gasset pensait d'avoir Apple par la gorge. Il commence à relancer. 320. Et on dit, écoute, nous on arrive à des 120 millions, pas plus. Ah non, parce que nous on va sauver Apple. On lui dit merci. Lui a revendu 2 ans après son operating system pour 6 millions à Access, une compagnie japonaise qui est complètement disparue. On ne sait pas, ni même pas où est qu'il est. Il aurait pu avoir des 120 millions. En Amérique, il y a le terme greedy. Ne soyez pas greedy. Apprenez de tout ça. On passe au deuxième. Et qui était le deuxième? C'était NextOS. Et qui avait créé NextOS? Un certain Steve Jobs, que je rencontre pour la première fois à un dîner dans un restaurant italien à Palo Alto, Il Fornaio, je me rappelle toujours, dans une salle au 2e étage, parce que personne ne devait savoir qu'on s'est rencontrés. Tout était très secret. On ne voulait pas que la presse apprenne que nous, on est en train de chercher d'acheter un operating system sur le marché. Moi, je reste fulguré par ces hommes.
Il avait des yeux qui étaient perforants, une capacité, une habilité de parler de son operating system incroyable. Mais pour moi, ce n'était pas le Steve Jobs qui était après. Il avait dû fermer toute la partie marketing, sales, toute la partie d'activité de production. Next, qui devait battre Apple, parce qu'il lui avait créé, quand ils l'ont chassé en 85, Apple, il avait créé Next et il n'avait pas obtenu. Lui aussi, il a fait des erreurs. Et par rapport à tout ça, Marco, on a bien compris cette difficulté à piloter presque les différents changements qu'il y a pu y avoir chez Apple, le côté très rigide. Comment Steve Jobs avait lancé la machine? Est-ce que vous l'avez rencontré, vous? Qu'est-ce que vous avez pensé? Je l'ai embauché. Ah, voilà, qu'est-ce que on attend tous Alors, ça. mais ce que je voudrais dire, quand je l'ai embauché, je n'ai pas embauché les Steve Jobs que vous connaissez, les mythes. Moi, j'ai embauché quelqu'un qui nous vendait un operating system et qui est rentré chez Apple, pas comme employé. Il est rentré comme advisor to the CEO. Mais l'homme avait dans sa tête encore Next. Et lui est allé au board et il a montré la vision qu'il lui avait. Et c'est de là qu'il était capable de convaincre le board à éliminer toute l'équipe de Guy Amelio et de donner à Steve Jobs, un an après, le pouvoir total d'Apple. Mais lui aussi a souffert de la situation. Et ce que j'ai bien apprécié, que la première chose qu'il a fait, il a tué Newton, il a tué Pipi, il s'est relancé exactement comme j'aurais voulu faire sur Macintosh. Et il a lancé un produit que nous, on lui a laissé, qui s'appelle iMac. Je ne sais pas si vous le rappelez, cet ordinateur qui avait de la plastique transparent et que vous pouvez voir tout à l'intérieur comme c'était formidable, c'était très beau. Mais lui aussi, il s'est rendu compte que contre Microsoft, il ne pouvait pas gagner. Et a dû changer les règles du jeu et pas se mettre contre Microsoft. Il a créé l'iPod. Il a dit, je change le monde, mais pas plus avec l'ordinateur. Je dois changer le monde avec quelque chose d'autre. C'est qu'il lui disait, jump the wall. Et ça, c'est une autre leçon à apprendre. Quand il est nécessaire, ce n'est pas utile de se battre contre ces murs. Jump the wall. C'est ça qu'il me disait. Et il a été capable de rentrer dans un monde différent, c'est l'iPod. Après les coups de génie, l'iPhone, et après l'iPad. Et encore aujourd'hui, une référence, évidemment, Apple qui malgré les décennies, continue à faire rêver, je suis sûr, beaucoup de nos participants encore ce soir. On va peut-être passer toujours à une partie de questions-réponses sur cette phase d'entrée chez Apple, et de rencontre avec Steve Jobs notamment et de tout ce qui s'en est suivi. Je ne sais pas, Margot, si tu veux commencer par une première question. Oui, il y a une question qui ressort autour de l'équipe. Donc, c'est une question de Maëlys. Quelles sont les caractéristiques qui sont importantes pour choisir ou pour créer une bonne équipe, selon vous? C'est une très bonne question. Je dirais trois choses. La première, il faut prendre des gens de qualité. Ce que j'ai appris, des gens qui ou sont capables de me faire monter dans l'échelle ou me faire sortir de la compagnie. Il ne faut pas avoir peur
de trouver des gens de grande qualité. J'ai vu dans trop d'entreprises que le chef a peur d'embaucher des gens de valeur. Ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Les conseils d'administration devraient bien garder ça. Gens de valeur, des talents, qui soient capables ou de faire me monter ou de me faire sortir. Deuxième chose, il faut qu'ils soient des gens avec loyauté, loyal. Parce que l'équipe, il faut qu'ils comprennent que c'est l'équipe qui gagne. Et ça, c'est le leader qui est capable de faire ça. Ça, c'est le leader. Ce n'est pas lui qui dit c'est moi, papa. C'est l'équipe qui gagne. Et l'équipe doit être loyale parce que si on veut partager les succès, il faut que toute l'équipe soit loyale au leader. Mais aussi, c'est le leader qui doit aussi protéger, défendre et préparer tout ce qu'il est possible pour faire monter la valeur de l'équipe. Et troisième, il faut être sûr qu'il soit bien rémunéré. Ça, c'est essentiel. Si on pense d'avoir des talents, des gens capables, et après on lui paye 4 sous, oubliez. Il faut qu'il soit bien rémunéré et surtout qu'il soit lié à des objectifs de la réussite de ce qui sont les deliverables de l'équipe ou de la compagnie. Mais il faut qu'il soit bien rémunéré. Merci beaucoup, Marco. Une autre question qui va en regrouper plusieurs de nos participants. Comment vous avez réussi à devenir un innovateur au milieu d'une entreprise mondiale qui avait sûrement peur d'innover toujours, mais qui avait quand même cet ADN au fond d'innovation? Comment vous avez poussé, bouleversé un peu les choses? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place de nouveau aussi? On a pu voir des campagnes, notamment aussi au niveau de communication, au niveau du logo d'Apple. Est-ce que ça a été facile à amener au sein d'Apple de changer les mentalités? Et pour finir, est-ce que dans un grand groupe, innover, c'est simple ou pas? Innover est nécessaire. Innover, c'est la vie quotidienne qu'il faut avoir. Parce que dans le même temps que tu peux être tranquille dans les choses que tu vends, il y a un autre qui est peut-être en Chine, qui innove, qui amène quelque chose de différent, de meilleur, moins écoutez, mais plus beau. Il ne faut pas jamais se mettre assis et se sentir tranquille. Jamais. L'innovation, doit être la vie quotidienne. Le vrai leader, c'est celui qui instille, qui est capable de faire comprendre à toute l'équipe, à toute la compagnie, qu'innover. Mais quand je dis innover, ce n'est pas seulement innover dans les produits. Il faut innover dans la façon de vendre, dans la façon de produire, dans la façon de l'administration. L'innovation doit être continue. Alors, comment tu réussis? Avant tout, il faut que tu aies une vision. Et vous savez, beaucoup de fois, ils m'ont invité à des conférences, à des réunions pour dire comment on peut stimuler l'innovation. Ce n'est pas facile. Moi, je pense, c'est comme le leadership, ce sens de leadership, où tu l'as dedans, ou tu ne l'as pas. Moi, je me suis trouvé toujours en face des gens magnifiques que, tu sais, j'ai trouvé bien, mais qu'ils n'avaient pas la volonté d'innover parce qu'ils ne se mettaient pas en jeu. Parce que innover signifie aussi tuer quelque chose du passé. Et ça, ce n'est pas facile de le faire. Imaginez quand Steve Jobs a coupé finalement les Pippin et les Newton. Ah, ce n'était pas facile. Moi, je l'ai vu moi-même.
quand il a décidé de sortir, pas de sortir, mais d'aller dans une route complètement différente, l'iPod. Ben, vous imaginez, qu'est-ce qu'il a dû forcer parce qu'il n'était pas encore le Steve Jobs qu'on connaît. Mais lui, il avait la vision. Il avait la capacité de dire, c'est là qu'il faut aller. Et là, il faut que tu aies un mélange de leadership et innovateur. Les deux choses, il doit être mélangé. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une dernière question sur cette partie, donc une question de Thibaut. Que pensez-vous de la stratégie actuelle d'Apple vis-à-vis de la montée en puissance des entreprises asiatiques? Alors, avant tout, il faut reconnaître que Tim Cook est un bon gestionnaire. Je dis gestionnaire parce que vous voyez, le succès d'Apple aujourd'hui, c'est sur la ligne directrice qui a été mise en place par Steve Jobs. Parce qu'après lui, et je me dis toujours, qu'est-ce qu'il aurait créé? Moi, je pense qu'il n'aurait pas raté toute la partie de entertainment, les TV. Je dis qu'il est un gestionnaire, Tim Cook, parce qu'il devait être dans le DNA d'Apple, de faire ce que Netflix a fait. Moi, je l'aurais acheté. Parce que, je ne sais pas si vous regardez la différence entre Netflix et Apple TV. C'est énorme. La simplicité de Netflix. Et dites-moi, à part les iWatch, et je vous demanderai combien de vous ils ont les iWatch, qu'est-ce qu'il est venu de nouveau, d'innovant? Il semble qu'ils sont en train de travailler sur la voiture autonome. J'espère que bientôt il viendra. Mais vis-à-vis, comme vous m'avez demandé, des géants qui sont en train de venir de monter en puissance chinois, moi je pense que Apple peut se sauver parce qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et tout ça, il va lui permettre de racheter des compagnies qui pourraient les aider à faire de l'innovation. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va gagner. L'innovation doit être aussi porteuse à l'intérieur de l'entreprise elle-même. Et là, je ne vois pas une forte innovation chez Apple. J'espère qu'il viendra. Moi, je suis favorable plus. Moi, je voudrais bien voir des entreprises européennes. On ne parlera de ça. On va y passer. On va y passer maintenant, tout à fait. Mais moi, j'ai peur que si on ne trouve pas un leader innovateur, vous savez, quand il est mort, Steve Jobs, ils m'ont fait une interview à la télévision française. Et ils m'ont dit, 2015 si je me rappelle bien, qui sera le nouveau Steve Jobs? Et je lui dis, sera un Chinois. Et ils sont restés là pour dire, mais non, ce n'est pas possible, c'est un Chinois. Bon, regardez en 5 ans, qu'est-ce que les Chinois ont fait. Et ce n'est pas fini. Je me rappelle, je vais en Chine tous les 3 mois pour des raisons de business. Je me rappelle un Tech Trend. Tech Trend, c'est un de ces grands événements où il y a des jeunes qui viennent à présenter aux investisseurs les idées. À Beijing, il y avait 4000 jeunes qui venaient présenter dans une grande, énorme amphithéâtre leurs idées. Et de là, vous allez voir qu'ils vont en sortir, peut-être pas de Steve Jobs, mais ceux qui vont en faire de l'innovation. Merci beaucoup, Marco. On retiendra beaucoup de choses de cette partie, notamment la notion de leader innovateur, jump the wall aussi. On retiendra cette formule importante. Et on va passer, la transition est toute faite sur cette partie qui est aussi le cœur de notre masterclass, sur l'avenir finalement de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies au sens large en Europe. Vous avez créé l'Institut Europia,
qui est basée donc à la maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Déjà, peut-être quelques mots pour présenter aussi, la transition. Pourquoi passer de ces métiers dans la high-tech vers, l'intelligence artificielle en Europe? Qu'est-ce qui vous a animé dans ce combat-là, pour commencer? Alors, ça c'est un thème que je tiens beaucoup à cœur, tu le connais, tu le sais. Et on disait l'avenir de l'IA. Moi, j'ai dit l'avenir de l'IA en Europe dépend de vous. Et c'est le message que je cherche de donner partout. Dépend de vous, jeunes. Il faut que vous compreniez que l'IA est devenue maintenant d'une importance stratégique, géopolitique. J'ai entendu Poutine dire qui domine l'intelligence artificielle dominera le monde. Une phrase comme ça dans sa bouche, il doit nous faire peur. Mais c'est pour vous dire l'importance de l'IA. Parce que l'IA, il va bouleverser. Et quand dans 5 ans, il y aura le quantum computer, vous serez là. Moi, j'espère aussi. Il y aura une quantité de nouvelles choses qui sera formidable. Mais il faut qu'on le fasse en Europe. Parce qu'autrement, votre risque est que vous serez une colonie ou de GAFAM ou de BAS. Moi, j'ai écrit un livre sur l'intelligence artificielle, avant tout pour moi réfléchir, comprendre, pour définir moi-même qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Et avant de faire ça, j'ai fait une interview à plusieurs personnes dans le monde entier, là où j'ai vécu. Dans l'Asie, à différents pays de l'Europe, à l'Amérique. Et vous savez, ça, j'ai trouvé que les gens, surtout en Europe, ont peur de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est comme dire, ah non, 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 je ne vais pas toucher. Non, les robots, ils vont prendre le pouvoir. L'intelligence artificielle va nous enlever beaucoup de travail. On va perdre notre travail. Vous savez, les grands films qui ont fait à Hollywood ont créé beaucoup de problèmes dans cette imagination. Et il faut enlever cette peur de l'IA. Attention, l'IA, il doit faire peur, mais pour différentes raisons que je voudrais commencer à vous expliquer. Parce que si l'IA reste dans les mains des GAFAM et des BAS comme il est aujourd'hui, il nous faut perdre pour notre souveraineté numérique et aussi pour notre souveraineté nationale. Parce que tous nos données, ils vont finir dans les mains qui ne sont pas gérées par nous-mêmes. Alors, je voudrais partir d'une définition de l'IA. Comme je l'aperçois. Qu'est-ce qui est en train l'homme avec l'IA? Les grands philosophes grecs, j'espère que vous l'avez étudié, ils ont réfléchi sur le monde externe. Qui sommes-nous? D'où on vient? Qu'est-ce qu'on est ici à faire? Nous, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est en train de dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a, comme il est formé notre cerveau? Et en utilisant une expression du baron Klaus von Clausewitz, moi qui disais que la guerre, elle était la continuation de la politique, je suis arrivé à cette définition de l'IA. L'IA, c'est la continuation de la philosophie.
la philosophie grecque cherchait à l'extérieur, nous, on cherche à l'intérieur. On cherche de comprendre qu'est-ce qu'il y a, comment il est fait notre cerveau. Les neurones visibles, les neurones miroirs, les différents types de neurones miroirs, pour mieux les comprendre, les reproduire et imiter ce qu'il y a dans notre cerveau. Ça, c'est pour moi l'intelligence artificielle. Ça, c'est que l'homme aujourd'hui cherche de faire. Pour vous donner un exemple, les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont ces neurones que j'ai découverts il y a 10 ans, pas beaucoup, qui sont à l'origine de l'empathie. Ma façon d'avoir l'empathie, les contacts avec Margot, avec Brahim, est donnée par les neurones miroirs. Alors, si vous connaissez ça, si vous arrivez à être capable d'imiter, et moi je le vois parce que je suis président d'une compagnie italienne qui s'appelle Questit, qui fait exactement ça, on fait des assistants virtuels qui pour le moment sont là. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes? Ben, on cherche de mettre une imitation des neurones miroirs de façon qu'il devient plus, pas humain, humanoïde, plus, avec plus de plaisir à avoir une interface avec ça, avec l'homme. Bon, ça c'est la définition que je donne de l'intelligence artificielle. Je n'ai parlé avec beaucoup. On pourrait mettre plus quelque chose de scientifique, mais j'ai dit que ça, c'est l'intelligence artificielle. Après, tu as les machine learning, les deep learning, qui sont les technologies de l'IA pour arriver à créer les algorithmes qui permettent de créer des applications qui sont liées à l'IA et qui deviennent de l'IA. Mais de cette recherche qui cherche d'arriver à imiter ce que nous avons dans notre cerveau. On s'arrête là ou je continue? C'est très complet. La question qui est suscitée par pas mal de monde, comment Europia aidera dans ce combat, dans le combat de l'intelligence artificielle? Peut-être faire une petite présentation sur Europia aussi, l'institut que vous avez fondé, pour que tous les participants aient bien en tête la fondation, et ensuite voilà, comment Europia va participer à ce combat. Alors, avant tout, vous devez savoir que Europia a quand même signé un accord avec Schema Conseil, et j'ai voulu que Brahim rentre dans notre conseil d'administration, parce que, comme je vous ai dit clairement, je pense que ce sont les jeunes qui doivent mener ça. Europia fait des grandes conférences, malheureusement pas plus physiques. Moi, j'avais commencé déjà à faire une grande conférence sur IA et éthique, parce que les grands thèmes, c'est l'éthique. Et dans notre cœur, dans notre façon d'approcher l'IA, c'est que l'humain doit être au centre de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle doit aider l'homme, doit faire de façon que rendre l'homme plus libre, plus capable de vivre, plus capable d'être en contact avec les autres. Ça, c'est notre devise. Alors, des grandes conférences, pas seulement ici, en France, partout, et on est en train de créer avec l'organisation IES italienne, Europia, Italie, en Italie, de façon qu'on aura aussi la possibilité de faire des grandes conférences, pas seulement en France, mais aussi en Italie. Et moi, je cherche de me mettre en contact avec aussi les autres grandes écoles, comme la MIAGE, comme l'IPAD, de façon qu'on est proche des jeunes et on cherche de faire comprendre l'importance de l'intelligence artificielle. Parce que n'importe qu'est-ce que vous allez faire, que vous serez avocat,
que vous serez une professeure à l'université, que vous serez une professeure experte de cancérologie, hein, vous devrez comprendre qu'est-ce qu'il fait dans votre secteur l'intelligence artificielle. Deuxième chose, on a une grande accord avec la maison de l'IA pour créer des MOOC de façon qu'on puisse mettre les jeunes dans la capacité de s'instruire de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Et pas seulement de le faire avec des MOOC, mais le faire aller à la maison de l'IA, où il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle, pour les initier. Ce sont des collégiens avec des jeux, si sont des lycéens avec quelque chose un peu plus avancé, si sont des startups, on a mis là aussi un ordinateur NVIDIA pour arriver à faire jusqu'au deep learning. Après, troisième chose, on va à la Commission européenne pour présenter nos projets, nos idées, notre programme qui est il faut que l'Europe fasse un plan de l'IA pour les jeunes. Maintenant, ils sont en train de faire un grand, mais écologie sans IA, moi je ne les vois pas. Moi je dirais qu'il faudrait encore faire plus, donner plus d'importance à l'IA, parce qu'avec l'IA, on peut aller aussi à résoudre beaucoup de problèmes d'écologie que nous avons. Merci beaucoup, Marco. Et effectivement, on est très fiers à Schema Conseil d'être partenaire avec Europia et de faire partager ça aussi à tout le mouvement de l'AIS et aux différents participants. Peut-être une question également dans cette partie. Finalement, sur l'état aujourd'hui de l'IA en Europe, beaucoup s'interrogent parmi les participants pour savoir si finalement le combat n'est pas déjà perdu. Est-ce que c'est trop tard pour l'Europe de rattraper son retard aujourd'hui face aux géants américains? Est-ce qu'on a les ressources pour... est-ce qu'on doit même créer un nouveau géant sur le type américain? Pour vous, quelle doit être la stratégie européenne pour qu'enfin on ait une souveraineté dans le numérique et particulièrement dans l'intelligence artificielle? Alors, venons à l'argent. On a beaucoup d'argent, mais il n'est pas mis dans les bons secteurs. En France, je dois dire que Macron, il a compris tout ça et il cherche. Regardez ce qu'il est en train de faire pour le quantum computer. C'est petite chose, mais au moins montre l'importance de ça. Moi, j'espère que vous comprendrez de plus en plus que votre avenir est l'Europe. Il faut qu'il n'y ait pas un programme quantum fait par le président Macron. Il faut qu'il y ait un plan quantum fait par l'Europe. Parce que si on met dans l'intelligence artificielle, pour parler de la France, des 3 milliards et des 3 en Allemagne, un en Italie. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit vis-à-vis des énormes investissements publics et privés en Chine et surtout privés aux États-Unis? Il faut qu'il y ait une Europe créée là. C'est votre avenir. Poussez parce qu'il soit comme ça. Quand j'entends dire à l'Europe, fait ça, il faut une Europe forte. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais patron de Texas Instruments à Bruxelles, basé à Bruxelles, et j'étais aussi président d'une grande association, American European Electronic Association, 360 000 postes de travail. Moi, j'allais à la commission et je disais, il faut les protéger. Il faut qu'il y en ait des plans pour protéger tout ça, parce que je voyais qu'ils partaient
vers la Chine, vers Taïwan, vers Singapour. J'ai parlé avec les ministres français, je me le rappelle très bien, mais ils me disaient, mais nous, on a Bulle, deviendra un colosse mondial. C'est lui allemand, nous, on a Nixdorf. C'est lui italien, nous, on a Olivetti. C'est lui anglais, nous, on a ICL. Les champions nationaux. Est-ce qu'il existe un aujourd'hui? Et vous ne pouvez pas imaginer combien d'argent chaque État a mis derrière ça. Combien? Parce que chaque pays, il voulait sauver, il voulait penser que son champion national serait devenu un champion mondial. Il me disait, pas seulement européen. Pas de vision, pas de compréhension. Il faut une Europe forte, unie, avec des plans qui sont... Je vous fais des exemples pour vous dire ça. Vous tous utilisez des téléphones. Mais qui a créé les premiers standards pour les téléphones, les GSM? C'est l'Europe. Et il a créé avec ça Nokia. Aujourd'hui, sur les 5G, qui a les standards? Qui est premier sur les 5G? C'est la Chine, c'est Huawei, qui a déjà lancé quand même un satellite pour la 6G. Entendez-moi bien, la 6G. Mais je vous dis de plus. Regardez Airbus. Qu'est-ce que serait l'Europe sans Airbus? Je vous donne des exemples pour vous dire que quand l'Europe elle se met et il fait des choses unies, il réussit, il est capable. Il nous faut que vous en compreniez, pousser les politiques. Devenez européenne, c'est votre avenir. Au moins que vous voulez partir en Chine, partir aux États-Unis, ou travailler comme pour être compréhensible pour les géants du web. Mais moi, je pense qu'il faut faire quelque chose de différent. J'espère qu'on aura 300 Européens Bon, j'espère bien, mais pas seulement 300. Moi, je n'ai parlé déjà à plus de 2000. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on continuera à faire passer ce beau message parce qu'on est... Vous avez votre père, votre mère, votre sœur. Vous pouvez être influent. C'est important de dire ça, c'est vrai. Réveillez-vous, c'est votre avenir. Moi, nous, on a déjà fait, on a déjà donné, mais on est derrière vous. C'est important ce message à la jeunesse, surtout en ce moment, il me semble, où on est à une période assez troublée hein, pour les jeunes qui voient peut-être pas forcément d'avenir ou justement l'avenir de l'IA, il ne s'y intègre pas. Et donc ce message pour dire c'est vous l'avenir de l'IA, donc prenez-y toute la part, toute la place possible et imaginable. C'est ce qu'on retiendra évidemment aussi de cet échange. Margot, tu veux peut-être poser une des questions des participants? Ouais, justement, concernant l'avenir de l'IA, il y a une question qui revient pas mal parce qu'il y a beaucoup de participants qui sont en école de commerce ce soir. Et donc, la question qui ressort, c'est comment prendre part dans cette intelligence artificielle quand on n'est pas ingénieur? École de commerce, ils devraient être les premiers à s'occuper de l'intelligence artificielle. Regardez Amazon. Amazon a changé la façon de faire du commerce avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous, dans l'e-commerce, n'avez pas quelque chose en ligne, avec des assistants virtuels qui travaillent 24 heures sur 24, si vous ne offrez pas un dialogue continu à vos clients, comment vous pouvez être dans le commerce? Et là, je parle du commerce en ligne, mais c'est partout, dans toute façon de faire du commerce, quand même dans les contrats
Les contrats ne seront pas plus écrits d'une façon sur papier. Tout sera fait avec une intelligence artificielle. Vous aurez dans votre bureau Aïda et vous lui direz, Aïda, envoie-moi les contrats. Aïda, donne-moi ça. Il faut que vous compreniez qu'il y a une transformation dans la façon dans laquelle toute activité humaine sera transformée. Merci beaucoup, Marco. Peut-être une dernière question avant de passer vraiment à la toute dernière partie de cet échange qui est franchement exceptionnellement passionnant. Une question qui revient souvent aussi, c'est celle finalement euh, de la connaissance de l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas des savants, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, mais selon vous, Marco, est-ce qu'on va être capable à terme d'aller vers, comme je reprends les termes d'un participant, vers le stade de conscience que prône Yuval Harari dans son livre? Est-ce que l'intelligence artificielle va nous faire passer un nouveau stade dans l'humanité? Vous y croyez? Alors, comme tu cites, Je ne pouvais pas mieux tomber. je l'ai ici parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un formidable. Mais conscience, qu'est-ce qu'on entend par conscience? Parce que nous, on a une conscience de nous-mêmes, mais pas seulement parce qu'on a la tête, on a les mains, on a des sensations, on a le corps. Est-ce qu'une machine arrivera à avoir ça? Vous savez, je ne laisse rien d'impossible. Mais certainement, il y aura un long temps. Mais qu'il y aura des machines qui deviennent de plus en plus intelligentes, ça oui. Et c'est sur ça qu'il faut que nous, on se questionne. Sur des thèmes. Les premiers thèmes, l'éthique. Parce que si ces machines qui deviennent de plus en plus intelligentes sont utilisées pour des fins qui ne sont pas pour l'humain, ça, il faut l'arrêter. Il faut se positionner contre ça. Mais l'autre chose aussi, c'est si ces machines si intelligentes vont surpasser l'homme, où on va améliorer l'homme. Il y a, vous le savez, Elon Musk qui pense avec Neuralink de pouvoir mettre des chips dans la tête pour rendre l'homme plus intelligent. Bon. Ou, comme je dis, comme je pense, il faudrait commencer à faire, c'est qu'il faut que nous, vous, non pas nous, prenez la responsabilité de ces machines et que soient créées par vous et que dans le même moment que vous les créez, votre capacité de contrôle de la machine soit totale. Neuralink, c'est intéressant, hein? Mais moi j'ai vécu une période où chez Texas Instruments, on mettait des chips dans des porcs pour contrôler combien ils mangeaient. Et c'était une expérience intéressante. Mais les voir dans les hommes, surtout dans la tête, j'ai quelques doutes. Mais conscience, je la vois loin. Conscience dans le sens que la machine, il va à se questionner qui je suis, où je vais, quel est mon destin. Non. Capacité d'être intelligent pour dire qu'elle apprend et que vous lui donnez de faire une certaine chose. Parce que vous savez, les machines ne vont pas tout faire. Ils sont sur certains secteurs, sur certaines choses particulières, qu'il apprend beaucoup, qu'il va quand même à agir d'une façon plus efficace, oui, qu'il va innover,
je le pense difficile. Je le vois difficile. Merci beaucoup, Marco. On va tout doucement arriver vers la fin de cet échange pour pas non plus trop vous retenir ce soir. Et encore une fois, c'est vraiment passionnant. Peut-être ouvrir la dernière partie en quelques minutes sur les conseils, les derniers conseils que vous pourriez donner ce soir aux jeunes qui nous écoutent. Il y en a beaucoup. On n'a pas pu citer toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a de belles questions. Hein. Il y a de très belles questions, notamment voilà, les doutes. Comment on fait pour prendre part à ce combat quand on hésite? Est-ce que vous, Marco, vous avez eu des doutes aussi? Comment faire en sorte notamment, j'essaie de combiner plusieurs questions, hein. Comment faire en sorte de vraiment changer les choses quand on est freiné par le RGPD? Est-ce qu'on va vraiment, en tant que jeune, avoir la liberté de changer les choses? Quel conseil vous donnez à cette Voilà. génération qui Venons va au se lancer? conseil. Venons au conseil. Bon, je vous le donne en fonction de l'expérience que j'ai eue, clairement. L'expérience d'un jeune qui est parti tôt, à 18 ans, que j'ai quitté mon petit village étrusque magnifique, mais plein de culture, plein d'humanité. Parce que quand on vit dans un petit village, on se connaît tout le monde. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille très unie qui m'a donné de fortes valeurs humaines. Vous savez, vous pouvez être capable de réussir, faire beaucoup d'argent comme il a fait Jeff Bezos. Mais quand vous regardez la famille, quand vous regardez qu'une femme change une autre ici, ma première réussite, c'est que je suis depuis 53 ans avec ma femme, que j'ai deux fils formidables qui sentent les valeurs de la famille. Et je vous dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on pense à la technologie comme la solution pour être heureux dans la vie. On est là pour être heureux. Mais une des façons fondamentales pour être heureux dans la vie, c'est d'avoir des valeurs humaines. De comprendre que le premier, c'est la famille. Votre réussite dans la famille, je suppose que vous êtes tous amoureux, que vous avez votre fiancé, choisissez bien. Ça, c'est mon premier conseil. Parce que aussi, toute votre carrière dépendra beaucoup de tout ça. Mais aussi, votre vie, quand vous vous regarderez dedans vous-même, si vous avez vécu avec ces valeurs, vous serez très contente. Et ces valeurs, ils deviennent une grande force. Parce que dans la vie, vous trouverez beaucoup de problèmes. Vous ne trouverez pas tous des gens qui sont là pour vous accueillir. Vous trouverez beaucoup de situations dans lesquelles il faut utiliser cette force qui est la famille de laquelle on vient, la famille dans laquelle vous êtes unis, pour avoir la force de passer, pour avoir la force de surmonter les difficultés que vous allez avoir. Et je viens maintenant à l'autre chose que je vois et que je considère très importante. Regardez dedans vous. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez être? Quel rôle vous voulez avoir dans la société? Ne cherchez pas seulement de penser de prendre. Ne pensez pas comme celui de que je vous ai parlé avant, d'être greedy. Ce ne sera pas ça qui va vous faire heureux. Qu'est-ce que vous voulez contribuer à la société? Qu'est-ce que vous voulez être? Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, ce sont les valeurs qui vont faire de vous des gens qui seront capables d'avoir une réussite dans les secteurs du commerce, dans les secteurs de la technologie, dans les secteurs des avocats, et n'importe où. Mais avec ça, vous réussirez et surtout, vous serez content, vous serez heureux, vous avez obtenu ce qu'il est l'objectif pour lequel on est ici, d'être heureux
dans cette vie. Merci beaucoup Marco pour tous ces conseils. On va terminer sur une question de Adil. Donc c'est aussi un autre conseil. Connaissez-vous des moyens accessibles pour mieux appréhender l'intelligence artificielle dans nos projets entrepreneuriaux? Bon, certainement, vous pouvez aller quand même sur beaucoup des sites, parce que quand même sur YouTube, vous trouverez beaucoup de possibilités d'apprendre à partir de simples notions qu'est-ce qu'il est l'intelligence artificielle. Faites-les, ayez le courage de participer aussi à des MOOC. Considérez qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai compris que je n'avais aucune connaissance de la partie commerciale, économique pour devenir maire. Je suis allé à l'INSEAD. Il n'y avait pas Internet. J'ai dû bouger, partir, aller à Paris et apprendre. Ayez cet désir, cette curiosité continue. Vous savez, le grand succès de Steve Jobs a été aussi sa curiosité. Il a toujours été un grand... Quand il a fait le premier Macintosh, ce qu'il lui a fait en simplifiant le Mac, c'est parce qu'il revenait de l'Inde et il avait appris la calligraphie indienne, qui lui avait appris la beauté et la simplicité. Mais s'il n'était pas si curieux et s'il ne s'était pas donné à chercher d'apprendre d'autres choses, il ne serait pas capable de faire les Mac, ces formidables machines que lui a inventées. Merci, merci, merci Marco. Je le dis à mon nom, mais au nom de Margot et de tous les participants qui l'écrivent au même moment sur le chat. Merci pour cette belle leçon d'humanité, de vie. Je lis également pour ce beau témoignage. C'est un vrai cadeau, une parole authentique, un discours motivant, bouleversant, et j'en passe. Donc merci vraiment Marco pour cet échange qui je crois, va marquer les participants autant que ma première rencontre avec vous, et j'avais vraiment envie de partager ça et je suis sûr que… Très bien. Maintenant, j'espère d'avoir beaucoup d'Européennes et qui ont compris que leur futur est l'Europe et les nouvelles technologies dans n'importe quel secteur ils vont travailler. Je suis sûr qu'ils l'ont compris ce soir. En tout cas, on a tout fait pour qu'ils le comprennent. Conclure en disant de notre côté que ça a été vraiment un plaisir d'organiser cette première masterclass. C'est quelque chose d'innovant aussi pour nous. On n'a pas l'habitude de faire ça. Ce n'est pas dans notre ADN premier. Et pourtant, on se lance aussi là-dedans parce qu'on est convaincu qu'au-delà des beaux projets qu'on peut tous mener au sein de l'AIS, au sein de Schema Conseil, au sein de toutes les écoles d'ailleurs, il est important d'avoir des experts, des gens qui vont nous donner aussi ce regard sur le passé et vers l'avenir. Et ce soir, je crois que vous avez eu un beau regard sur l'avenir de l'intelligence artificielle grâce à un expert vraiment incroyable. Bien sûr, le live sera disponible pour tous les participants et pour tous ceux qui n'auront pas pu se connecter ce soir. On a eu des pics à presque 400 personnes, des inscriptions et des messages avec plus de 500 et 600 personnes qui nous ont contactés. Donc, merci pour votre engouement, pour votre soutien. N'hésitez pas à revenir vers nous pour également nous donner un petit peu votre avis sur ce format de masterclass, savoir comment vous l'avez perçu, comment on pourrait l'améliorer, parce que c'est notre première aussi. N'hésitez pas à le relayer surtout sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Si vous pouvez faire quelque chose ce soir, c'est peut-être de mettre un petit mot pour remercier Marco, remercier l'Institut Europia. Remerciez vous tous. Et je vous embrasse tous avec mon cœur. Bonne chance. Merci Marco. Allez, et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup Marco, bonne soirée.